Imaginez un peu la scène. Vous claquez violemment la porte au nez de quelqu'un, vous l'humiliez publiquement devant tout le voisinage, Ouais, la belle ambiance. c'est ça. Et puis, paf, quelques mois plus tard, votre propre maison prend feu. Et là, grande surprise, la seule personne qui possède une lance à incendie dans tout le quartier, c'est la personne que vous venez d'insulter. C'est quand même le comble de l'ironie, ça. C'est exactement le scénario invraisemblable qui vient de se dérouler sous nos yeux, mais là, à l'échelle mondiale, entre l'Inde et l'Algérie. Du coup, on va décortiquer un peu tout ça aujourd'hui. Totalement. Notre dossier du jour, il se penche sur un basculement géopolitique qui est juste massif. On parle de l'Inde, un géant industriel absolu, une puissance économique incontournable, qui se retrouve soudainement dans la position ultra inconfortable du demandeur. Obligé d'aller frapper aux portes d'Alger pour avoir du gaz, quoi. Exactement, du gaz naturel liquéfié, et en urgence en plus. Et ce qui rend la situation si fascinante, c'est pas juste la transaction énergétique en soi, c'est l'incroyable retournement diplomatique qui va avec. Alors, attends, juste avant de plonger tête baissée dans les rouages de ce retournement de situation, Vas-y. il est absolument essentiel de poser un cadre très strict pour quiconque suit cette analyse en profondeur avec nous. Ouais, c'est vrai, c'est un point hyper important. Bah oui, parce que les documents et les notes stratégiques qu'on dissèque aujourd'hui, ils posent un regard très tranché sur la situation mondiale. Ils utilisent un vocabulaire fortement polarisé. Surtout quand ça parle du Moyen-Orient, non? Voilà, exactement. Quand il s'agit d'évaluer les alliances au Moyen-Orient, le rôle spécifique des États-Unis, d'Israël ou même les petites luttes d'influence internes au sein des BRICS, donc notre démarche ici doit être parfaitement claire. On ne prend pas parti. C'est ça. Il ne s'agit en aucun cas pour nous de cautionner ces prises de position, ni de valider ces opinions politiques, et encore moins de choisir un camp. Je suis ici en tant qu'analyste, et notre mission commune, c'est un pur exercice de décryptage objectif. Un rapport des faits, en gros. Ouais, on va faire de l'ingénierie inverse sur les arguments présentés par ces sources pour comprendre comment, concrètement, cet échiquier énergétique est en train d'être complètement bouleversé. C'est un point crucial, effectivement, de le rappeler. Et du coup, pour comprendre ce bouleversement, il faut regarder la réalité sur le terrain. Surtout depuis la fin de l'année 2023. Exactement. Nos sources identifient vraiment cette période comme une vraie rupture logistique, parce qu'on ne parle pas de simple tension diplomatique ici. Ah non, là on parle de routes maritimes qui sont littéralement en feu. C'est ça. Le détroit d'Ormuz, la mer Rouge, ces passages qui sont en fait les artères vitales du commerce mondial. Ils sont devenus des zones de très haut risque. Et en parallèle, les grands ports du Golfe, qui fonctionnent d'ordinaire comme les plaques tournantes incontournables de l'énergie vers l'Asie, ils se retrouvent presque paralysés. C'est le chaos logistique complet. Mais ce que je veux vraiment comprendre, c'est la mécanique derrière cette paralysie. Enfin, pourquoi l'Inde, avec toute sa puissance militaire et économique, se retrouve au bord du gouffre juste parce que quelques routes maritimes sont perturbées? Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est que ça met vraiment en lumière la nature même de l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, le fameux GNL. Ouais. Il faut bien comprendre que le GNL, c'est pas une ressource qu'on achète comme on commande un petit truc en ligne. C'est pas un colis qui arrive le lendemain matin. Ah bah non, pas du tout. C'est une logistique d'une complexité inouïe. En fait, on parle de gaz qui refroidit à des températures extrêmes, transporté dans des navires méthaniers hautement spécialisés. Des bateaux immenses, quoi. Des monstres des mers, ouais. Et qui suivent des plannings calculés vraiment à l'heure près. Et l'industrie indienne, elle fonctionne en flux tendu sur cette énergie. D'accord. Donc ils n'ont pas des réserves infinies qui dorment. Pas du tout. Or, quand la mer Rouge devient impraticable, ces navires géants, qui sont potentiellement explosifs d'ailleurs, ils doivent être déroutés. Ils passent par où, du coup? Ils doivent contourner tout le continent africain par le cap de Bonne-Espérance. Ah ouais, le grand tour. C'est ça. Et ça rajoute des semaines entières de trajet. Les coûts d'assurance explosent, mais surtout, le rythme d'approvisionnement est complètement brisé. Et l'usine en bout de chaîne, elle peut pas attendre. Bah non. L'usine en Inde n'a pas le luxe d'attendre 3 semaines supplémentaires. Si le gaz n'arrive pas, les turbines s'arrêtent, tout simplement. Du coup, pour rendre ça vraiment visuel pour notre public, imaginez que vous gérez une usine gigantesque Ouais. et que votre seul cordon d'alimentation électrique, c'est en fait une flotte de navires ultra réfrigérés qui mettent des semaines à arriver. C'est une bonne image. Et si le moindre incident force ces navires à faire un détour de, je sais pas, plusieurs milliers de kilomètres, votre usine ne fait pas que ralentir. Le réseau s'effondre avant même que le navire n'ait franchi l'équateur. Exactement. Et c'est exactement ce vide énergétique qui a frappé l'Asie de plein fouet. D'ailleurs, la source qu'on étudie utilise une expression arabe très forte pour décrire ça. Ah oui, laquelle? Un mazak ou joudi.
ce qui se traduit grosso modo par une impasse existentielle, un véritable dilemme de survie. Une impasse existentielle, ouais, c'est fort comme terme. C'est très fort. Et c'est là qu'une illusion géopolitique majeure vole complètement en éclats. En fait, l'argument central qui ressort de notre analyse aujourd'hui, c'est que les crises contemporaines font tomber les masques des prétendues puissances émergentes. C'est-à-dire? Bah, L'Inde peut afficher une croissance économique insolente, posséder une armée redoutable et même siéger à la table des grandes alliances stratégiques mondiales avec Washington ou Tel Aviv. Ouais, sur le papier, ils sont intouchables. Sur le papier. Mais la froide réalité logistique, elle est impitoyable. Quand la chaîne d'approvisionnement s'effondre, toutes ces belles alliances politiques ne servent strictement à rien. Parce qu'un coup de fil diplomatique, ça fait pas tourner une turbine. C'est ça. Un allié politique aussi puissant soit-il, il peut pas téléporter du gaz naturel dans vos terminaux côtiers. Et c'est là que ça devient complètement surréaliste sur le plan diplomatique. Parce qu'en fait, on pourrait se dire, bon, l'Inde a un besoin vital de gaz, l'Algérie est un producteur majeur et très fiable de gaz. Ouais, la logique voudrait qu'ils s'assoient autour d'une table, ils signent un contrat et paf, le problème est réglé. Voilà. Mais le contexte rend cette démarche totalement invraisemblable. Il y a un passif récent entre New Delhi et Alger qui est, pour le dire doucement, très toxique. Très très toxique, oui. On parle d'un grand écart diplomatique qui défie l'imagination. Comment on explique le contexte de cette demande d'aide indienne? Parce que c'est pas une simple transaction commerciale. Ah non. Le contexte est effectivement chargé d'une ironie assez spectaculaire. Il faut savoir que la nation qui a dû envoyer des émissaires de très haut niveau ou ouvrir des canaux d'urgence avec le palais présidentiel d'El Mouradia à Alger pour quémander du gaz, Ouais, c'est cette même nation indienne qui, très peu de temps auparavant, s'était démenée pour bloquer l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. c'est quand même dingue. Et il faut bien comprendre comment ce blocage s'est opéré. Parce que c'était pas un simple désaccord technique ou sur des critères économiques. Nos sources parlent vraiment d'un veto non déclaré. Mais concrètement, comment ça marche un veto non déclaré dans ce genre de sommet international? C'est très pernicieux. Parce qu'on a l'habitude des votes à l'ONU où quelqu'un lève la main bien haut pour dire non. Là, c'est différent, non? Complètement différent. Dans des structures comme les BRICS, les décisions d'élargissement, elles se prennent par consensus. Donc, un veto non déclaré, c'est de la diplomatie de couloir, mais très agressive. Ah, donc c'est dans le dos. C'est l'art de faire pression sur les autres membres en coulisses, de multiplier les petits obstacles procéduraux, de semer le doute partout, sans jamais assumer publiquement une hostilité frontale. C'est un travail de sape, en fait. C'est exactement le terme. Et nos sources n'y vont pas par quatre chemins. Elles qualifient vraiment cette manœuvre indienne de poignard empoisonné planté au cœur de l'organisation. Un poignard empoisonné, carrément. Ouais, l'objectif de l'Inde n'était absolument pas neutre. Il s'agissait d'une volonté très délibérée de marginaliser l'Algérie sur la scène internationale. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient à y gagner? La raison sous-jacente évoquée par l'analyse, elle est d'ordre militaire. En fait, l'Inde, qui est un acheteur massif d'armement russe, voyait d'un très très mauvais œil l'entrée de l'Algérie dans les BRICS. Ah, parce que ça les mettrait en concurrence. Exactement. Cela aurait potentiellement facilité l'accès de l'armée algérienne à des systèmes d'armement russes encore plus sophistiqués, et ça aurait bouleversé certains équilibres d'influence qui arrangeaient bien l'Inde. Attends, il faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus une petite seconde. Je t'en prie. T'es en train de dire que l'Inde a activement et surtout secrètement saboté l'influence régionale de l'Algérie en cherchant à freiner son accès à des technologies militaires par pure stratégie d'influence. C'est ce que disent nos sources, oui. Et quelques mois plus tard, face à une crise énergétique, ces mêmes dirigeants indiens, ils envoient une délégation à Alger avec le sourire. C'est la dure loi de la géopolitique? Mais comment un diplomate fait-il pour survivre à ce niveau d'humiliation? Enfin, comment on peut taper à la porte de la nation qu'on vient juste d'essayer d'isoler diplomatiquement? C'est très inconfortable. Et d'ailleurs, moi, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi Alger n'a pas tout simplement rayonné de cette délégation avant de raccrocher le téléphone violemment? C'est la question centrale. Et la réponse réside dans ce que nos sources appellent le triomphe absolu du pragmatisme énergétique. Le pragmatisme énergétique. Ouais. Du côté indien, la survie l'a tout simplement emporté sur l'ego. Quand les usines qui font vivre des millions de personnes menacent de fermer leurs portes et que l'inflation industrielle guette, la fierté diplomatique devient un luxe qu'on ne peut plus se permettre. On ravale sa fierté et on y va. Voilà. L'Inde a dû reconnaître, par la force des choses, que l'Algérie n'était pas un simple pion qu'on pouvait écarter d'un revers de main diplomatique dans un sommet. Ils s'en sont rendus compte à la dure. C'est ça. L'Algérie s'est révélée être la soupape de sécurité de l'économie mondiale. L'urgence matérielle a totalement pulvérisé les petits jeux de coulisses des BRICS.
Et du côté de l'Algérie, alors? Raccrocher le téléphone, comme tu dis, c'est parce que leur stratégie repose sur une toute autre logique. L'Algérie ne s'est pas retrouvée dans cette position de force par hasard. C'est pas juste un coup de chance avec la crise en mer Rouge, quoi. Absolument pas. Exactement. Et ça nous amène à examiner l'architecture de ce que le dossier appelle le modèle algérien de souveraineté nationale. Un modèle très solide. Parce qu'il est évident que pour devenir cette fameuse soupape de sécurité incontournable, pour que des puissances mondiales soient carrément forcées de venir vous voir malgré leur manigance passée, Ouais. il faut avoir construit une forteresse incroyable. Comment ce modèle a-t-il été bâti concrètement loin des agitations politiques dont on parlait? Eh bien, l'analyse décortique ce modèle en expliquant qu'il repose sur une stratégie du temps long, ce qu'ils appellent une diplomatie silencieuse. D'accord. Pendant que d'autres nations se dispersaient dans des guerres d'influence ou, tu vois, s'enlisaient dans des dépendances économiques et une inflation galopante, l'Algérie s'est concentrée sur la sanctuarisation de sa stabilité interne Ils ont joué la sécurité à domicile d'abord. et sur la maximisation de sa rente géographique. Le pays fait vraiment le lien physique entre l'Afrique, l'Europe et la Méditerranée. C'est un carrefour incontournable. Ouais. Mais la géographie seule ne suffit pas. Tu peux être bien placé, si tu n'as pas les routes, ça sert à rien. Il faut les infrastructures pour l'exploiter. Et c'est là que la source met en lumière un élément absolument décisif. Lequel? Le gazoduc transsaharien, ou TSGP. Ah oui, c'est hyper intéressant de s'attarder sur ce gazoduc, parce qu'on parlait tout à l'heure des failles du GNL, de ces immenses navires qui doivent traverser des zones de guerre et qui sont vulnérables. Exactement. Quelle est la différence fondamentale avec un projet comme le TSGP en termes de pouvoir géopolitique? Je veux dire, c'est quoi l'avantage? Ah, la différence est colossale. Le gazoduc transsaharien, c'est pas juste un tuyau en métal qui traverse le désert, c'est pas ça du tout. C'est une infrastructure monumentale. Ça relie quoi à quoi? Elle est conçue pour relier les réserves gazières massives du Nigeria, en Afrique de l'Ouest, jusqu'à l'Europe. Et tout ça en passant par le territoire algérien. D'accord. Et contrairement à une flotte de navires méthaniers, qui peut être, tu vois, bloquée par des pirates, déroutée par un conflit régional ou freinée par des sanctions sur les assurances maritimes, Un gazoduc, ça bouge pas? voilà. Un gazoduc est une artère physique, permanente et incroyablement difficile à interrompre. Il arrime physiquement l'approvisionnement énergétique d'un continent entier à un autre. C'est un lien dur, quoi. C'est ça. Et en contrôlant le point de passage final et les vannes de ce réseau tentaculaire, l'Algérie verrouille complètement sa position. Ils ont la main sur le robinet. Nos sources qualifient même la relance de ce projet de coup de maître stratégique parce qu'il a rendu vaine toute tentative extérieure visant à contourner ou à isoler l'Algérie sur l'échiquier énergétique. Mais alors, il y a une contradiction apparente qui me frappe dans cette stratégie. Vas-y, je t'écoute. Le dossier qu'on analyse, il souligne avec insistance une sorte de règle d'or d'Alger, qui est la séparation stricte et intransigeante entre les obligations commerciales et les humeurs politiques. C'est exact? En gros, l'Algérie vend son gaz sur la base de contrats fiables, sans tenir compte des affinités ou des tensions diplomatiques du moment. C'est leur ligne de conduite. Mais attends, si l'Algérie refuse catégoriquement d'utiliser son gaz comme une arme politique, de chantage si elle refuse de punir ses rivaux, comme l'Inde l'a fait avec son fameux veto aux BRICS, Ouais, je vois où tu veux en venir. est-ce qu'elle n'est pas en train de se priver de son levier de pression le plus évident? C'est une très bonne question. Ou alors, est-ce que, paradoxalement, cette neutralité commerciale absolue ne serait pas la forme de pouvoir politique la plus redoutable qui soit? En refusant de jouer au jeu mesquin des pressions, est-ce qu'il ne force pas tout simplement les autres à les respecter? Eh bien, c'est une analyse extrêmement pertinente de ta part et figure-toi que c'est précisément le point de convergence de toutes nos sources aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. L'intuition selon laquelle la fiabilité absolue devient en soi une arme politique, c'est le cœur du nouveau paradigme. C'est un changement de logiciel. Dans un monde caractérisé par une volatilité extrême où l'on a vu l'énergie être militarisée de toutes parts, tu sais, par des sanctions, des embargos, des sabotages mystérieux de gazoducs, On a tous des exemples en tête. voilà. Eh bien, la nation qui garantit la sécurité de l'approvisionnement, coûte que coûte, devient naturellement le centre de gravité du système. La véritable puissance de l'État algérien, ce que la source nomme la restauration de son prestige international. Ouais. Ça ne réside pas dans la capacité à menacer de couper le gaz. Ça réside dans la certitude absolue qu'il ne sera jamais coupé pour des petites raisons politiciennes. C'est l'intégrité contractuelle, qui devient un rempart. Exactement. C'est cette intégrité qui force le respect diplomatique. Donc, en fait, en ne mélangeant jamais les cartes, ils obligent leurs interlocuteurs à changer de comportement. C'est l'effet miroir.
L'Inde ne peut plus se comporter comme un membre arrogant d'un bloc diplomatique qui donne des leçons ou distribue des vétos en cachette. Elle est obligée de venir discuter sur un pied d'égalité. Absolument. Et le document qu'on étudie utilise d'ailleurs une expression très spécifique pour décrire cette nouvelle nature des relations. Laquelle? La nécessité pour les grandes puissances de négocier Rasan Lira. Rasan Lira. Ça veut dire quoi? Ça signifie un véritable face-à-face, une négociation de pair à pair, d'égal à égal. Fini la condescendance, quoi. C'est ça. Et c'est un changement tectonique sur la scène mondiale. L'Inde, ou n'importe quelle autre puissance industrielle d'ailleurs, ne peut plus se cacher derrière le paravent d'alliances historiques ou de blocs comme les BRICS pour dicter ses conditions. Ils doivent se mettre à table. Elle doit s'asseoir à la table de l'Algérie et traiter avec elle en tant que nation souveraine incontournable. C'est fort. L'Algérie a su transformer les failles et les vulnérabilités de l'économie mondiale en opportunités en or, prouvant que l'indépendance de décision, quand elle est couplée à une vraie résilience infrastructurelle, ça surpasse de loin les petits jeux d'influence diplomatique traditionnels. C'est vertigineux quand on prend le temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Oui, ça donne le vertige. On ne parle plus du tout d'une simple transaction où l'on échange des milliards de dollars contre des mètres cubes de gaz. Ce que ce dossier met en lumière pour notre public, c'est la redéfinition pure et simple des règles du jeu international. Et c'est la conclusion inéluctable de cette exploration détaillée. Nous assistons en direct à l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Mais attention, un ordre qui n'est pas basé sur des traités signés en grande pompe à la Maison-Blanche ou des déclarations d'intention lors d'un sommet en Asie. Fini le théâtre politique. C'est un ordre dicté par le pragmatisme énergétique et logistique. Dans cette nouvelle bourse du pouvoir, la monnaie qui a le plus de valeur, ce n'est plus la promesse d'une intervention militaire alliée ou un simple vote de soutien à l'ONU. C'est du concret. La seule véritable monnaie d'échange aujourd'hui, c'est la capacité à maintenir ses usines en marche quand le reste du monde s'arrête. La résilience, en somme. C'est la résilience économique et la capacité à prendre des décisions en totale indépendance. Et dans cette nouvelle configuration qui est, avouons-le, impitoyable, l'Algérie a brillamment démontré qu'elle maîtrisait parfaitement ces nouvelles règles du jeu. C'est fascinant. Et, tu vois, ce parcours à travers ces dynamiques de pouvoir, ça remet fondamentalement en question la façon dont on enseigne généralement la géopolitique. Complètement. On a commencé cette analyse avec l'image d'un réseau artériel mondial bouché. L'infarctus logistique. Ouais. Et on a vu que les belles alliances, tu sais, couchées sur papier glacé, elles s'évaporent dès que les usines manquent de gaz naturel. L'Inde, qui s'est retrouvée piégée par l'urgence absolue de sa propre survie industrielle, a dû ravaler sa fierté. Mettre son ego de côté? Ranger le fameux poignard empoisonné brandi lors du sommet des BRICS et accepter de jouer selon les règles de constance et de souveraineté imposées par l'Algérie. La réalité logistique a vraiment pulvérisé la théorie diplomatique. C'est le grand enseignement de ce dossier. Ce qui me laisse pour conclure avec une réflexion particulièrement troublante. Une question qui mérite vraiment d'être explorée par quiconque s'intéresse à l'avenir de nos sociétés. Je t'écoute. Si aujourd'hui, la survie industrielle et le froid pragmatisme énergétique sont capables d'effacer aussi spectaculairement des rancunes récentes et de balayer les alliances politiques traditionnelles, sommes-nous en train d'insister à la mort définitive de la notion même de bloc idéologique ? Ah, c'est une sacrée question. Est-il possible que la géopolitique des décennies à venir se moque éperdument de savoir si des pays partagent des mêmes valeurs démocratiques, des mêmes systèmes politiques ou des amitiés historiques ? Que le pragmatisme l'emporte sur tout le reste. L'avenir du monde ne sera-t-il plus du tout dicté par des idéologies, mais froidement et uniquement régi par la géographie, le tracé des gazoducs et la sécurité des détroits maritimes ? C'est vraiment une perspective vertigineuse à garder en tête la prochaine fois qu'on observe les soubresauts du monde.